Ensuite, pour terminer, Delphine Moreau. Bonjour à tous, Delphine Moreau. J'ai rejoint l'OIT en février en qualité de stagiaire et j'ai travaillé avec Laura sur toute la thématique de finances responsables et participe dans cette mesure à l'atelier de ce matin. Et puis pour terminer le tour de table, Louis Moulas. Louis. Alors, je ne sais pas s'il nous entend. Donc voilà, Louis Moulas qui est le directeur général de l'OID. Ah, ça y est, ça fonctionne. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je fais partie, je participe ce matin. Je suis aussi intéressé par le travail qui a été réalisé. Pour autant, c'est Laura qui va animer cet atelier. Merci. Donc, bienvenue à tous à cet atelier sur la valorisation de la performance extra-financière et les évolutions de 2020. Donc, comme vous le voyez, pour la première fois, nous animons notre atelier à distance. Donc, en cette période, nous avons souhaité maintenir nos activités via les systèmes de webconférences et de webinaires pour que chacun puisse profiter de cette période pour approfondir ses connaissances en matière de SG et de développement durable. Donc voilà, nous allons aussi transmettre régulièrement à nos membres des lettres thématiques pour, comme je dis, profiter de ce moment et puis approfondir certaines thématiques que nous abordons ici à l'OIB. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc nous allons faire une introduction sur les actualités en matière de finances responsables. Nous allons ensuite vous présenter un décryptage réalisé par l'OID sur les évolutions 2020 du GRESB, du CDP et des PRI. Nous aurons ensuite une présentation des évolutions 2020 du GRESB avec des questions auxquelles vont répondre Charles Vantine. Ensuite, une présentation des évolutions 2020 du CDP avec Alice Rimpeau. Et enfin, une présentation des évolutions 2020 des PRI. Et puis, nous terminerons par une conclusion et puis par les prochains événements de l'OID. Au niveau des actualités du marché, les actualités récentes, donc le 9 mars, le rapport d'experts européens sur la finance, pour la finance verte, a publié la taxonomie européenne. Le 11 mars, l'AMF a publié une doctrine sur les informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières. Pardon, hop, c'est assez très vite. Et puis enfin, en troisième actualité, nous parlerons du rapport bilan sur la première année d'application de la déclaration de performance extra-financière, rapport qui a été réalisé par l'ORE et puis publié le 26 février. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Delphine qui va vous présenter donc les dernières évolutions de la taxonomie européenne. Pardon. Oui, alors pour ce qui est de la taxonomie européenne, elle est née de la volonté de la Commission européenne d'établir un plan d'action pour la finance durable et vise à établir une définition commune des activités vertes, de lutter contre les pratiques de greenwashing et de cette manière d'accroître la lisibilité sur les marchés financiers. Donc, le principe général ici, ça va être de créer un référentiel européen des pratiques environnementales destiné à la fois aux entreprises mais aussi aux investisseurs qui s'articule autour de 6 enjeux environnementaux, à savoir l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable de l'eau et des ressources marines, économie circulaire, la prévention de la pollution et un dernier enjeu, écosystème sain. Donc, afin d'être qualifiée de verte, une activité doit se conformer à 4 critères. Donc, un premier critère qui est de contribuer à au moins l'un des 6 objectifs environnementaux que je vous ai mentionnés. Un deuxième critère qui est de ne causer de préjudice significatif à aucun des 5 objectifs environnementaux
après exclusion de l'atténuation au changement climatique. Donc, ce deuxième critère correspond au Do No Significant Harm Criteria, donc DNSH, qu'on retrouve dans les rapports du groupe d'experts européens. Un troisième critère qui est d'être exercé dans le respect d'un certain nombre de normes minimales en matière sociale, précisées par le groupe d'experts. Et enfin, de répondre à des critères d'examen technique spécifiques à chaque secteur qui sont précisés par la Commission européenne. Donc, il y a 7 grands secteurs d'activité qui ont été identifiés comme importants par le groupe d'experts européens dans ce projet de taxonomie. L'agriculture et forêt, l'industrie, l'énergie, l'eau, les transports, information et communication, et enfin, celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'immobilier. Donc, dans le secteur de l'immobilier, 4 activités sont identifiées. La construction, la rénovation, les rénovations individuelles et le développement des énergies renouvelables, et enfin, l'acquisition de bâtiments. Donc, pour ce qui est du nouveau rapport du groupe d'experts européens publié le 9 mars, il apporte cette nouveauté, cette volonté d'intégrer une nouvelle classe pour des activités qui seraient néfastes pour l'environnement, ce qui permettrait de valoriser une amélioration de la part des acteurs qui passent d'une activité avec des impacts négatifs sur les enjeux environnementaux identifiés à une activité neutre. Voilà. Donc, pour ce qui est de la taxonomie pour l'immobilier en particulier, donc là, vous avez un tableau très complet sur les différents seuils qui peuvent être imposés aux activités immobilières, que ce soit la construction, rénovation, comme nous l'avons vu auparavant. Donc, dans la troisième ligne, on reprend toutes les éventuelles atteintes qui peuvent être portées au deuxième critère de Do No Significant Harm Criteria, donc celui de ne pas impacter négativement un des enjeux identifiés par la taxonomie. Et dans la quatrième ligne, un ensemble de critères d'examen spécifiques qui s'appliquent, encore une fois, à chaque activité de l'immobilier. Donc, par exemple, pour la construction de nouveaux bâtiments, il est nécessaire de se conformer aux exigences du Net Zero Energy Building du pays concerné et également d'avoir une étiquette énergie B ou A, enfin B au moins. Et à moyen terme, seront qualifiés de vert les bâtiments appartenant aux 15% des bâtiments les plus vertueux. Donc, tout cela reste encore à calculer pour chaque pays, donc il reste encore un travail à faire de la part de l'Union européenne. Pour ce qui est de la rénovation, par exemple également, il faut envisager soit l'atteinte du standard de rénovation fixé par la transposition locale de la directive EEPBD de 2019, soit entreprendre des rénovations qui permettront des économies d'énergie d'au moins 30% par rapport à l'état initial du bâtiment. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le tableau, mais il y a tout un ensemble de critères qui ont été fixés de cette manière pour les activités immobilières. Donc, pour ce qui est de la doctrine ISR, de l'autorité des marchés financiers, donc la volonté de l'AMF ici a été de créer une doctrine permettant de limiter les pratiques de greenwashing, encore une fois, et d'accroître la lisibilité, cette fois pour les investisseurs non institutionnels. Le principe général est de produire une information qui soit délivrée sur la prise en compte des critères extra-financiers et que cette information soit proportionnée, soit proportionnée à l'objectif et à l'impact effectif de la prise en compte de ces critères extra-financiers dans la gestion du placement collectif. Donc, cette notion de proportionnalité de l'information. Deuxièmement, l'engagement doit être accompagné d'objectifs mesurables précisés dans les documents réglementaires, toujours dans cette démarche de lisibilité.
l'engagement doit également être significatif. Donc, l'AMF définit soit une approche en amélioration de notes, auquel cas la note du placement collectif doit être supérieure à la note de l'univers d'investissement, après l'élimination des 20% des valeurs les moins bien notées de cet univers d'investissement. Et une deuxième approche précisée, qui est l'approche en sélectivité, auquel cas il est nécessaire d'avoir une réduction d'au moins 20% de l'univers d'investissement pour être reconnu responsable. Enfin, le taux d'analyse ou de notation extra-financière doit être égal ou supérieur à 90% en termes de nombre d'émetteurs ou de capitalisation de l'actif net. Donc, ce que l'AMF précise également dans cette doctrine, c'est que les critères d'exclusion éthique traditionnels tels que les entreprises de l'armement, du tabac ou de la pornographie ne permettent pas à un fonds d'être reconnu comme responsable. Et dans la suite de la doctrine, il y a également tout un ensemble de recommandations publiées, énoncées par l'autorité des marchés financiers pour les fonds responsables, comme par exemple pour un fonds ISR, la recommandation d'être labellisé ISR, etc. Donc, les deux documents que je viens de vous présenter, donc la taxonomie et la doctrine ISR de l'AMF, feront l'objet d'un article plus détaillé de la part de l'OID qui devrait paraître début avril. Enfin, le dernier document que nous avons vu dans l'actualité, il s'agit d'un rapport publié par l'ORE, qui dresse un bilan de la première année d'application de la déclaration de performance extra-financière. Donc, l'objectif de ce rapport va être d'analyser la façon dont les entreprises se sont emparées de cette DPEF lors de cette première année d'application, à travers l'analyse d'un échantillon de 30 déclarations de performance. Donc, pour rappel, la DPEF a fait l'objet d'une transposition de directive européenne à l'été 2017 et elle remplace en France l'ancien rapport RSE qui avait été rendu obligatoire en 2012 lors du Grenelle 2. Donc, ce rapport RSE dressait un état des lieux de la performance extra-financière et avec la DPEF, il y a l'intégration d'une certaine vision dynamique dans l'évaluation financière, notamment avec l'analyse des risques, qui en fait un outil de pilotage stratégique à part entière. Donc, on est un peu passé d'un reporting de conformité avec le rapport RSE à un reporting de transformation et d'engagement avec cette vision dynamique. Donc, ce que l'ORE a relevé dans cette analyse, sur la première année d'application. Donc déjà, il y a une grande diversité dans les approches des entreprises dans l'élaboration de leur DPEF. C'est rendu possible par le cadre plutôt libre donné par la directive, et c'était la volonté lors de l'élaboration de cette directive aux entreprises afin que celles-ci puissent adapter leur déclaration à leur secteur d'activité et insister sur les aspects les plus importants. Et deuxièmement, la DPEF donc, a su se positionner, comme je l'ai déjà évoqué, comme un outil stratégique en apportant plus de compréhension des relations de cause à effet, notamment avec l'analyse des risques et cette vision dynamique, et en démontrant que le reporting RSE peut être une source de transformation pour l'entreprise. Pour ce qui est des pistes d'amélioration identifiées par l'ORE, donc, il est nécessaire que les entreprises mêlent davantage les risques financiers et extra-financiers dans une démarche d'analyse plus systémique et également de mieux prendre en compte les opportunités dans l'analyse des risques. Donc, souvent, les risques sont perçus de manière négative. On analyse les impacts négatifs que les risques peuvent avoir sur l'activité, mais pas les éventuelles opportunités qui peuvent être générées grâce à ces risques. Donc, deuxièmement, la nécessité pour les entreprises d'améliorer leur prise en compte et leur élaboration des Key Performance Indicators qui sont importants dans les déclarations de performance extra-financière. Et enfin, l'ORE insiste sur la nécessité d'améliorer
la prise en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique et de biodiversité qui sont souvent moins abordés dans les déclarations. Donc voilà pour une petite actualité sur les dernières publications du marché. Donc, nous venons ici faire notre atelier, donc, qui se positionne dans un cadre favorable, dans la mesure où il y a un fort développement d'initiatives privées, donc de valorisation de la performance extra-financière. On a vu également qu'il y a une évolution de la réglementation qui est de plus en plus stricte. Donc, pour que ce soit pour la taxonomie, doctrine AMF et la déclaration de performance extra-financière que nous venons d'aborder. Et également un accroissement des attentes de la part des parties prenantes, notamment des investisseurs qui vont de plus en plus prendre en compte ces informations dans leur leur prise de décision. Donc, l'objectif de l'atelier dans ce cadre-là va être de dresser un état des lieux des différents référentiels internationaux qui s'adressent au secteur de l'immobilier et d'en relever les évolutions importantes pour 2020. Excuse-moi Delphine. Oui. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste, je trouve la présentation, l'actualité était très bien. Je voudrais juste quand même apporter un petit élément. Si l'ensemble de ces dispositifs renforcent l'importance de la finance responsable, moi je voudrais juste souligner quand même un point important pour les fonds non cotés, pour lesquels on parle depuis très longtemps du label ISR, c'est que cette doctrine ISR permet, dans la manière dont elle est rédigée, à des fonds qui ne seraient pas labellisés de se prévaloir pour autant d'être ISR s'ils respectent certaines règles de fonctionnement. Donc, d'une part, il y a un renforcement des obligations, des exigences, des critères, et sur d'autres points, il y a un assouplissement du niveau de contrôle. Voilà. Alors, je ne sais pas, je voulais juste souligner, mais c'est seulement pour les fonds de mon côté. Je te laisse continuer, excuse-moi. Merci. Donc voilà. Donc, ensuite, on va passer à la présentation des organismes de reporting que nous avons identifiés. Donc, premièrement, le GRESB, il s'agit d'un organisme, donc le Global Real Estate Sustainability Benchmark, qui a été lancé en 2009 et qui vise à l'évaluation et la comparaison des pratiques ESG, spécifiquement des acteurs de l'immobilier, qui permet du coup, en effet, aux investisseurs immobiliers d'orienter leur stratégie d'investissement. Donc cet organisme s'adresse uniquement aux acteurs de l'immobilier. En 2019, 1005 acteurs se sont prêtés à ce reporting. Et le questionnaire, à partir de 2020, se structure autour de 3 modules. Un module management, un module performance et un module développement qui seront plus présentés dans la suite de cet atelier. Pour le CDP, du coup, le Carbon Disclosure Project, il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui vise à pousser les investisseurs, les sociétés et également les villes ici à adopter un comportement durable en matière de changement climatique et également d'impact environnemental. Donc, le CDP propose un questionnaire sur le changement climatique qui sera principalement abordé dans cet atelier, mais également un questionnaire sur la sécurité de l'eau et un questionnaire le plus récent sur les forêts. Donc, en 2018, près de 7000 sociétés ont répondu à ce questionnaire. Et comme nous l'avons évoqué lors du tour de table, le CDP intègre à partir de 2020 des questions spécifiques aux acteurs de l'immobilier. Donc, une évolution qui peut être intéressante ici. Et enfin, les PRI, donc Principles for Responsible Investment. Il s'agit d'un réseau international fondé en 2006 et soutenu par l'ONU, regroupant des investisseurs et des gestionnaires d'actifs, donc de tous les secteurs, avec pour but, encore une fois, l'intégration des facteurs ESG. Et également un questionnaire qui peut s'adapter uniquement aux acteurs de l'immobilier, des parties qui peuvent plus intéresser les acteurs de l'immobilier plutôt. Donc en février 2020, les PRI comptaient
près de 3000 signataires, donc à l'échelle internationale. Et leur questionnaire insiste surtout sur les aspects de gouvernance. Donc voilà pour les intervenants, enfin les organisations qui interviendront aujourd'hui. On va passer un peu plus à la présentation du décryptage qu'a réalisé l'OID. Donc, il est publié sur Taloen et disponible au lien sur la slide que vous avez devant vous. Donc, ce décryptage dresse une cartographie des référentiels internationaux, comme nous allons le voir tout de suite, avec une partie contexte qui replace et qui refait un petit peu l'introduction que nous avons vue ici. Ensuite, un tableau comparatif des 3 référentiels, donc le GRESB, le CDP et les PRI, autour de 10 caractéristiques. Donc d'abord, les nouveautés 2020, donc un focus vraiment sur toutes les nouveautés voilà, qui sont développées pour 2020. Et ensuite, 9 caractéristiques plus descriptives, donc qui sont le format, le périmètre, la granulométrie, les livrables proposés, la notoriété, l'évolution de la notoriété, le potentiel de croissance, les exigences et le calendrier. Donc, qui permettent de comparer les différents référentiels entre eux. Ensuite, une deuxième partie plus thématique dans cette cartographie avec une comparaison des trois référentiels en fonction des enjeux abordés dans leur questionnaire, avec des enjeux comme le contrôle interne, les consommations énergétiques, etc., comme vous pouvez le voir ici et comme vous pourrez le retrouver du coup sur notre plateforme Taloen. Et enfin, des annexes qui présentent de manière plus descriptive et sous forme de texte chaque référentiel, avec une description du fonctionnement général, qui sont ces organismes, leurs coûts également. Et cette partie intègre plus de graphiques qui laissent voir les tendances et également diverses infographies. Donc, c'est également intéressant de voir cela. Donc, pour ce qu'il faut retenir aujourd'hui, donc, comme nous l'avons vu, et nous allons continuer à le voir dans cet atelier, le reporting extra-financier se positionne de plus en plus comme un incontournable pour les acteurs de l'immobilier. Donc pourquoi? Notamment en raison des exigences de transparence imposées par les investisseurs. Par exemple, pour le GRESB, plus de 100 investisseurs institutionnels qui représentent plus de 22 trillions de dollars déclarent s'appuyer sur les données du GRESB dans leurs décisions d'investissement. Donc c'est vraiment des choses qui prennent de l'importance. Également les parties prenantes qui sont de plus en plus prescriptrices quant à la participation à ces référentiels, qui peuvent exiger d'une entreprise qu'elle réponde au questionnaire du CDP par exemple ou des PRI. Également un incontournable dans la mesure où la réglementation tend à devenir de plus en plus stricte et impose de plus en plus de transparence de la part des divers acteurs, donc avec tout ce que nous avons abordé dans l'actualité du marché, toutes les réglementations qui se développent. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous abordons les 3 référentiels internationaux principaux pour les acteurs de l'immobilier, donc GRESB, CDP, PRI, qui ne s'excluent pas entre eux et la participation à l'un peut être valorisée dans l'autre. Donc ils peuvent être complémentaires dans la démarche de l'entreprise. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Laura pour la poursuite de cet atelier. Merci Delphine. Est-ce que je peux d'abord juste donner un petit commentaire, Laura, avant que tu commences? Bien sûr, bien sûr. Charles de chez GRESB. C'est vrai qu'on a un peu présenté ces 3 des rapports de reporting framework, comme on les appelle, hein. Un peu l'un vis-à-vis de l'autre, l'un par rapport à l'autre, mais j'aimerais quand même rappeler que dans cette industrie qui est le reporting non financier ou le développement durable de manière générale, il y a une collaboration très très forte entre tous les acteurs. Et bon, même si on a présenté voilà, les 3 reporting frameworks internationaux les principaux, nous sommes en collaboration continue avec le CDP, le PRI, afin de s'assurer que voilà, nous discutons les problématiques principales.
on partage nos idées et que on envoie un message qui soit cohérent vis-à-vis de l'industrie. Donc, ne prenez pas trop cette présentation comme l'un ou l'autre, mais plutôt, il y a beaucoup d'aspects provenant de ces frameworks qui sont complémentaires les uns vis-à-vis des autres. Comme vous l'avez mentionné, comme l'OID l'a mentionné, il y a des indicateurs qui sont reflétés dans les trois, et qui sont valorisés dans les trois en même temps. Et on essaie de s'aligner un maximum. Donc ça, je voulais quand même vous préciser. Alors, une deuxième chose, c'est que, alors bien que voilà, cette présentation va être en français, va être présentée par l'OID. L'OID a fait un énorme travail en ce qui concerne la traduction et l'adaptation de notre présentation. Nos présentations sont toutes faites en anglais, puisqu'on s'adresse au marché global. Mais l'OID a vraiment été instrumental ici pour adapter cette présentation au marché français. C'est pour ça qu'ils ont la chance de présenter ça aujourd'hui. Je suis ici s'il y a des questions techniques, évidemment, et on va pouvoir avoir une discussion sur le sujet par la suite. Mais tous les slides qui seront présentés aujourd'hui seront disponibles, le sont déjà en fait disponibles sur notre plateforme en ligne de formation, voilà, qui sera présentée en anglais, mais tout est disponible à titre gratuit en ligne. Merci Charles. Donc, en effet, Charles sera présent à la fin de cette présentation sur les évolutions du GRESB si vous avez des questions à lui poser. Alors, donc, je vais vous présenter les principales évolutions de l'évaluation GRESB de 2020. Nous commencerons par introduire la structure de l'évaluation du GRESB 2020. Nous passerons ensuite en revue l'évolution des indicateurs clés en 2020 articulés par les trois modules qui sont Management, Performance and Development. Et enfin, nous conclurons en expliquant comment cette nouvelle structure d'évaluation a un impact sur les livrables et sur les résultats 2020. L'évaluation est structurée en modules et les participants devront uniquement remplir les modules applicables à la structure de leur portefeuille. Le premier volet que nous vous présenterons aujourd'hui, c'est le volet management, qui mesure la stratégie et la gestion de l'entité, les politiques et les processus, la gestion des risques et les approches d'engagement des parties prenantes. Ce module est composé uniquement d'indicateurs au niveau de l'entité. Le contenu du module management est comparable, mais pas identique aux indicateurs précédemment classés sous la section Management and Policy dans le référentiel de 2019. Les indicateurs du module management ne sont pas directement liés aux actifs immobiliers de l'entité. Cela signifie que toute entité opérant dans le secteur immobilier peut remplir le volet management, même si elle ne possède aucun actif. En tant que tel, si vous voulez, le volet management convient également aux entreprises levant des fonds ou simplement à celles qui en sont au premier stade de la gestion de leur performance en matière de durabilité. Ensuite, il y a le module performance qui mesure la performance du portefeuille d'actifs de l'entité en utilisant les informations collectées au niveau des actifs et du portefeuille. Le contenu de ce module est comparable mais pas identique non plus aux indicateurs précédemment classés dans la catégorie Implementation and Measurement dans le référentiel 2019. Et le module convient ici à toute société ou fonds immobilier possédant des actifs opérationnels, étant donné que le champ d'application du volet performance se concentre sur les actifs en exploitation. Ce volet ne s'applique pas aux entités qui n'ont que des actifs en construction. Le module Development mesure les efforts de l'entité pour traiter les questions ESG pendant les phases de conception, de construction et de rénovation des bâtiments. Et le contenu de ce module est comparable, mais pas identique non plus aux anciens aspects New Constructions and Major Renovations du référentiel 2019. Ce volet s'applique aux entités impliquées dans de nouvelles constructions et ou des grands projets de rénovation réalisés à tout moment au cours de l'année de référence. Étant donné que le champ d'application du module Development est axé sur les projets de développement, ce volet ne convient pas aux entités qui n'ont que des actifs opérationnels. Donc voilà pour les grosses différences entre ces trois modules, et puis on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va commencer par le module Management. Donc le module Management est structuré en cinq aspects, 5 grandes thématiques. Donc Leadership, Policies, Reporting, Risk Management and Stakeholder Engagement. Chaque aspect est composé d'indicateurs au niveau du portefeuille
qui ont été renumérotés pour refléter le nom des composantes nouvellement créées en 2020. Et il faut noter que la composante Stakeholder Engagement du module Management ne contient qu'un sous-ensemble d'indicateurs de l'aspect Stakeholder Engagement de 2019. Plus précisément, il ne contient que les indicateurs relatifs aux employés et à la chaîne d'approvisionnement, tandis que les autres groupes de parties prenantes, donc locataires et communautés, sont traités dans le module Performance. En termes de contenu, les indicateurs du module Management restent très cohérents par rapport aux années précédentes. Les principales évolutions concernent les options de réponse qui ont été étendues pour mieux s'aligner sur les autres cadres de reporting, ainsi qu'en interne sur l'infrastructure du GREB. Tous les indicateurs sont traités au niveau de l'entité. Toutefois, si l'entité fait partie d'un organisme de gestion des investissements ou d'un groupe de sociétés, les réponses aux indicateurs management peuvent se rapporter à cet organisme. Par exemple, un gestionnaire de fonds qui soumet l'évaluation pour plusieurs fonds peut fournir les mêmes réponses pour plusieurs entités si la stratégie, les politiques et les programmes ESG qu'il a définis s'appliquent de la même manière à chacun de ces fonds. Ensuite, donc pour le module Performance, il est structuré en 9 aspects. Risk Assessment, Targets, Tenants and Community, GHG, Energy, Water, Waste, Data Monitoring and Review et Building Certifications. Alors que certains aspects doivent être complétés au niveau du portefeuille, comme les objectifs par exemple, le reporting au niveau des actifs est désormais obligatoire pour d'autres, comme l'énergie. L'aspect Risk Assessment, quant à lui, contient des indicateurs au niveau des actifs et des portefeuilles, et le niveau de reporting sera clairement indiqué dans le portail du GREB. En plus des indicateurs de performance de l'évaluation de 2019, donc qui sont Energy, GHG, Water and Waste, Building Certifications, Technical Assessment and Energy Measures doivent désormais être reportés au niveau des actifs par le biais de la GRESB Asset Spreadsheet, c'est-à-dire le tableau des actifs du GRESB lors du reporting. En 2020, le concept Manage vs Indirectly Managed Assets est remplacé par Landlord Controlled vs Tenant Controlled, et il est à noter que la même notion de contrôle opérationnel est utilisée pour différencier l'un et l'autre. La seule différence est que cette notion s'applique désormais au niveau de la surface, et ce qui est appelé Tenant Space Purchased by Tenant et Tenant Space Purchased by Landlord est maintenant remplacé par Tenant Space Tenant Controlled et Tenant Space Landlord Controlled. Voilà, c'est la petite subtilité. En 2019, les participants pouvaient reporter sur les émissions de GES, donc soit au niveau soit location-based, soit market-based. Cette année, pour assurer la cohérence et la comparabilité entre tous les participants, les émissions basées sur la localisation sont imposées à tous. Toutefois, les émissions basées sur le marché restent facultatives en 2020. L'indicateur R1.1, donc anciennement RC 5.1, définit la composition du portefeuille de l'entité de reporting pour l'année de référence, et il affiche spécifiquement pour toutes les entités 3 choses, donc les types de biens représentés dans le portefeuille, le nombre de biens par type de propriété et la surface totale de plancher par type de propriété. Les entités qui se soumettent au GRESB doivent représenter l'ensemble du véhicule d'investissement et donc doivent inclure tous les actifs immobiliers directs détenus par le véhicule à tout moment pendant la période de reporting. Et cela inclut donc également les actifs qui ne sont pas sous le contrôle direct de l'entité, les actifs qui sont détenus conjointement donc en joint venture, et les actifs qui peuvent ne pas être enregistrés comme actifs physiques dans le bilan de l'entité. Par exemple, les actifs structurés comme des contrats de location-financement doivent également être déclarés. Les participants sont tenus de corroborer les informations figurant dans le tableau en téléchargeant les preuves à l'appui de manière explicite afin d'éviter toute confusion et toute possibilité d'interprétation. Le document téléchargé doit indiquer clairement comment le tableau se rapporte aux pièces justificatives, et cette année, un pourcentage de toutes les entités déclarantes sera sélectionné
pour une vérification supplémentaire des pièces. Cette mesure vise à garantir bien sûr l'exhaustivité et l'exactitude du reporting. Et c'est une divergence importante entre le portefeuille représenté dans R1.1 et les preuves à l'appui identifiées. Le GRESB peut contacter les participants et demander des clarifications et ou des modifications de l'évaluation. La non-conformité à ces règles entraînera le rejet de la validation du module performance, qui signifie que ni la note GRESB ni l'évaluation du GRESB relative à ce module ne seront attribuées pour cette entité. Enfin, certains indicateurs du module performance ont été simplifiés ou supprimés. Voilà, alors passons maintenant. Est-ce que je peux ajouter un petit commentaire ici? Oui, bien sûr. Est-ce que tu viens de mentionner quelque chose d'assez important, un développement assez clé cette année? Est-ce que tu peux revenir sur le slide précédent, s'il te plaît? Le point 2, effectivement, voilà, la vérification du portefeuille est maintenant intégrée dans le scope de la validation, dans le sens où quelqu'un faisant partie de l'équipe de la validation va venir et lire, si vous voulez, les documents de support qui ont été apportés pour supporter le portefeuille, la composition du portefeuille. Alors, voilà, l'objectif principal de ce changement était, malheureusement, dans le passé, on a eu des cas où certains participants ne représentaient qu'une partie parfois non représentative de leur portefeuille. Par exemple, voilà, ils représentaient seulement 60% de leur portefeuille, qui représentaient seulement les actifs les plus performants, dans le sens où malheureusement voilà, je veux dire, menait aux conclusions où GRESB venait à créer des scores et des métriques qui n'étaient pas nécessairement représentatifs du portefeuille complet de la société. Donc, on a mis ces contrôles en place. Maintenant, quand on parle de différences majeures entre le reporting GRESB et vos documents de support, on ne va pas commencer à rejeter vos composants performance s'il y a un ou deux actifs qui manquent. Hein. Évidemment, parfois, il y a des actifs dormants qui ne sont pas reportés parce qu'ils sont en phase, voilà, pour quelque raison qu'elles soient, ils sont dormants. Voilà, on va vraiment venir chercher les différences qui sont matérielles, qui sont majeures. Mais évidemment, on veut s'assurer que tous les scores et toutes les métriques que l'on produit représentent de manière juste le portefeuille qui nous est rapporté. C'est pour ça qu'on a mis en place ce nouveau contrôle. Merci Charles pour la précision. En effet, c'était important. Donc ensuite, on va passer en revue les principaux développements du tableur du GRESB pour 2020. Donc ce tableur est l'outil principal que les participants doivent utiliser pour préparer les informations demandées au niveau des actifs. Et en fait, une fois terminé, cette feuille de calcul doit être mise en ligne via le portail des actifs. Vous pouvez également choisir de préparer les informations directement dans ce portail. Et une fois agrégées par le GRESB, les informations de la feuille de calcul sont utilisées pour alimenter divers indicateurs de l'évaluation au niveau du portefeuille. Les participants sont demandés de consulter les informations agrégées du portefeuille, car c'est au final ce qui sera utilisé pour le benchmarking. Voilà, donc la configuration du tableur a été restructurée en 2020, de sorte que chaque ligne représente désormais un actif dans une année de reporting. Étant donné que les participants sont tenus de communiquer les données relatives aux performances des 2 dernières années de référence, cela signifie qu'un actif peut représenter plusieurs lignes. Ce changement affecte les onglets Reporting Characteristics, Energy, GHG, Water et Waste. Les autres onglets ne sont pas affectés par ce changement car ils nécessitent des points de données pour l'année de déclaration en cours uniquement. Les anciens indicateurs BC 1.1 et BC 1.2 sur les certifications des bâtiments et EC2 sur les notations énergétiques d'évaluation 2019 sont désormais suivis au niveau des actifs.
Et donc, les participants doivent identifier les certifications, les cotes énergétiques ainsi que les surfaces de plancher correspondantes par actif. Les anciens indicateurs RO4 sur l'évaluation technique des bâtiments et RO5, 6 et 7 sur les mesures d'efficacité sont désormais suivis au niveau des actifs sur une base vrai ou faux, donc true ou false. Et étant donné que le rapport au niveau des actifs est désormais obligatoire pour tous les indicateurs de performance, il est nécessaire de saisir également les mesures récemment mises en œuvre au niveau des actifs afin de fournir du contexte à la performance rapportée. Il convient également de noter que le délai pour ces indicateurs a été ramené de 4 à 3 ans. Pour les onglets 2019 existants, donc Energy et Water, les anciens indicateurs sur l'énergie renouvelable PI 1.3 et non recyclé, donc PI 3.3, sont désormais suivis au niveau des actifs. La portée de ces indicateurs est similaire à celle de l'année dernière, sauf que le GRESB reconnaît désormais également l'eau recyclée ou réutilisée achetée hors site. Cela s'explique par le fait que seule une minorité d'actifs immobiliers ont la capacité de disposer d'installations de réutilisation de l'eau sur le site même. Au niveau des onglets Energy, Water et Waste de la feuille de calcul, on a désormais des colonnes Data Availability en plus de la Period of Ownership, donc voilà, période de propriété. Cela permet aux participants de contextualiser la disponibilité des données non seulement en termes d'espace, mais aussi de temps. Et il faut noter que la période de data availability peut être différente de la période of ownership d'un actif. Ça dépend des entités. Ces champs n'ont été ajoutés que pour les onglets énergie, eau et déchets, car la disponibilité des données pour les gaz à effet de serre est la même que pour l'énergie, et donc ce n'est pas obligatoire. Une fois que la feuille de calcul des actifs donc, est complétée et téléchargée vers l'évaluation du portail des actifs, il est conseillé aux participants de revoir leurs données agrégées pour chaque type de propriété, donc comme on l'a déjà dit un peu plus tôt. Et cet examen doit être effectué sur la base des tableaux de performance agrégés qui ont également fait l'objet de développement en 2020. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc en plus des tableaux agrégés pour la Absolute Like for Like Renewable Energy Consumption, la section énergie comprend désormais un tableau récapitulatif présentant les données agrégées, donc couverture des données et changement à périmètre constant, donc ce qui est présenté ici à droite du slide. En 2020, les règles d'agrégation ont encore été affinées afin de tenir compte de la durée de possession de chaque bien, de sorte qu'un bien détenu pendant moins de 12 mois est un poids moindre. Par exemple, un actif détenu pendant 6 mois de l'année aura une pondération qui correspondra à la moitié du même actif détenu pendant toute l'année. Voilà, donc cette nouvelle règle d'agrégation est représentée dans la colonne Time Data Coverage par opposition à Space Data Coverage qui ne tient compte que de la taille de la surface au sol lors de l'agrégation des valeurs. La couverture des données agrégées, combinant à la fois le temps et la surface, représente la mesure utilisée pour comparer les participants entre eux. Cette mesure est affichée séparément pour les surfaces contrôlées par les propriétaires et les surfaces contrôlées par les locataires, car celles-ci sont évaluées séparément. Tout comme la session sur l'énergie, la session sur les gaz à émission voilà, gaz à effet de serre comprend maintenant un tableau récapitulatif, donc présenté ici en bas à droite, affichant les couvertures de données et les changements à périmètre constant également. Et les règles d'agrégation qui s'appliquent à l'énergie s'appliquent également au gaz à effet de serre. La section eau reflète la section énergie et un nouveau tableau pour la Recycled Reused Water Consumption est introduit.
Les règles d'agrégation qui s'appliquent à l'énergie s'appliquent également à l'eau, où les mesures pour le contrôle des propriétaires et des locataires sont affichées sur la droite afin de permettre aux participants de les consulter directement. Voilà tout pour cette partie et on peut maintenant passer à la revue des principaux développements du module développement justement. Ce module-là est structuré en 7 aspects, donc ESG Requirements, Materials, Building Certifications, Energy, Water, Waste and Stakeholder Engagement. Et toutes les questions ESG traitées dans le module développement sont considérées comme matérielles pour les actifs en phase de construction et de rénovation. Tous les indicateurs de ce module sont demandés donc, au niveau du portefeuille. Cependant, les participants doivent toujours utiliser le tableur des actifs pour définir la composition de leur portefeuille dans la question DR1.1. En termes de contenu, les indicateurs du module Development restent assez similaires aux années précédentes, tout à fait cohérents. Et de nouvelles options de réponse sont proposées aux participants afin de mieux s'aligner sur les autres reporting ESG ainsi qu'en interne avec les évaluations des infrastructures du GRESB. En outre, 2 nouveaux sujets sont introduits en 2020, donc Life Cycle Assessments et Embodied Carbon. Et ces deux thèmes sont conformes au CDP 2020 et sont reflétés dans les indicateurs DMA 2.1 et 2.2. Maintenant, quel est donc l'impact de la nouvelle structure d'évaluation 2020 sur les livrables et les résultats? Donc, si vous remplissez les modules Management et Performance, l'entité déclarant sera incluse dans le rapport Real Estate Benchmark et recevra par conséquent un Real Estate Benchmark Report. Et ce rapport de référence fournit aux participants un score GRESB Real Estate, donc qui est calculé avec, comme suit, 30% pour le module Management et 70% pour le module Performance. Ensuite, donc, autre option, si vous remplissez les composantes Management et Development, l'entité sera incluse dans le Development Benchmark et recevra par conséquent un Development Benchmark Report. Et ce rapport de référence fournit aux participants un score GRESB Development calculé comme suit, donc 30% pour le module Management et 70% pour le module Development. Ensuite, si une entité déclarante remplit les 3 composantes, les participants reçoivent 2 rapports de référence ainsi que 2 scores, donc le score du GRESB Real Estate et le score GRESB Development. Ces 2 scores ne sont pas comparables car ils représentent un ensemble différent de questions. Ils sont issus de différents critères de référence et ils concernent différents ensembles de biens appartenant à l'entité déclarante. Il faut noter également qu'en 2020, les participants ont la possibilité de remplir individuellement n'importe quel volet. Donc dans ce cas, les participants reçoivent la note relative à cette composante uniquement. Par exemple, si une entité soumet uniquement le module Management, elle ne recevra qu'une note relative à ce module. Cette slide résume ce qui vient d'être évoqué et donne donc un aperçu des différentes combinaisons possibles qu'une entité peut avoir pour recevoir ces différents rapports. Je vous laisse, bien sûr, comme on vous l'a dit, vous aurez accès à ces slides. Et on en a fait le tour au niveau des évolutions du GRESB 2020. Donc, je laisse Charles répondre à vos questions si jamais vous en avez. Voilà. Merci Laura. Je voulais juste ajouter quelque chose. J'ai entendu qu'il y avait de l'intérêt vis-à-vis de notre module résilience lors des présentations aujourd'hui. Alors effectivement, on n'a pas parcouru le module résilience ensemble aujourd'hui, puisque ce n'était pas l'objet de cette présentation, mais nous sommes en train, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train d'uploader un bon nombre de vidéos qui reparcourent les différents aspects de notre évaluation, que ce soit les aspects les plus basiques jusqu'à des applications de case study, etc. Et une des vidéos que je dois d'ailleurs revoir aujourd'hui, on en parle, est la vidéo sur notre module de résilience. Donc,
le module de résilience reste non obligatoire en 2020. Théoriquement, c'est la dernière année pour GRESB de continuer à avoir un module séparé de notre évaluation générale. Maintenant, il n'y a pas de règle. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a besoin encore d'un an pour le peaufiner. Mais voilà, l'amélioration, je veux dire, le développement principal de notre module résilience, c'est vraiment continuer à nous aligner un maximum avec le TCFD, avec le Task Force for Climate Related Financial Disclosures. Mais encore une fois, je vous invite à aller voir notre plateforme de formation en ligne où tout sera expliqué vraiment en détail. S'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre. Pas de questions a priori. Très bien. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Charles. Et puis, de toute manière, voilà, comme il l'a dit, vous aurez accès à ces slides. Et puis, vous pourrez revenir vers nous, vers l'OID, ou voilà, vous adresser au greffe directement, mais nous pourrons faire le lien. Nous pouvons désormais passer donc aux évolutions 2020 du CDP. Et là, je vais laisser la parole à Alice Rimpeau, qui va présenter ces évolutions. Très bien, merci Laura et bonjour à tous. Merci à l'OID de me recevoir pour cette session en ligne. Donc, comme je vous le disais, Alice Rimpeau, donc je fais partie de l'équipe Corporate Engagement auprès de CDP Europe. Je suis en charge des entreprises en France et Benelux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter. Alors, si on pouvait, voilà, merci. Donc, je vais d'abord brièvement vous présenter un peu ce que c'est que le CDP et comment fonctionne notre système de reporting, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec notre organisation. Et ensuite, je vais vous présenter donc les développements qui sont faits et publiés en 2020 pour le secteur de l'immobilier. Et enfin, je vous mentionnerai à la fin quelques ressources qui pourront vous être utiles pour aller un peu plus loin et voir plus en détail les changements dont je vais vous parler. Et ensuite, bien sûr, je serai là pour répondre à vos questions. Alors, le CDP, donc comme ça a été bien introduit au début de cet atelier, nous sommes une ONG qui a été créée au début des années 2000, avec donc comme mission d'accélérer la transition vers un modèle économique durable et respectueux de l'environnement. Et pour faire cela, on aide en fait les investisseurs, les entreprises et les villes à mesurer et à comprendre leur impact environnemental. Et donc, pour faire cela, on a en fait développé cette plateforme de reporting. On peut aller à ça. Voilà, merci. À travers laquelle, en fait, on demande en fait aux entreprises de reporter leurs données environnementales à la demande d'investisseurs. Et également, depuis quelques années, on a développé un programme supply chain où des entreprises clientes peuvent demander à leurs fournisseurs de reporter leurs données environnementales. Et donc, les entreprises en répondant en fait à nos questionnaires qui peuvent être sur le changement climatique, sur la gestion de l'eau ou sur des matières liées à la déforestation. Donc en répondant à ce questionnaire, peuvent donc mesurer leur impact, reporter ces données et les communiquer à leurs parties prenantes, mais également avoir cet outil. En fait, on parlait tout à l'heure vous parliez de la DPEF comme outil de pilotage et de transformation et d'engagement. Et c'est vraiment comme ça qu'on a cherché à développer les questionnaires, que ça aille au-delà de simplement du reporting environnemental, mais que ça aide aussi à structurer ces stratégies, à mettre en évidence les risques et opportunités auxquels sont exposées les entreprises. Donc, pour vous donner quelques idées en termes de chiffres, en 2019, nous avions plus de 500 investisseurs institutionnels qui représentaient plus de 100 billions de dollars. Également,
quelques 120-125 entreprises membres de notre programme Supply Chain, qui représentaient, elles, quelques 3 billions de dollars en termes de pouvoir d'achat. Voilà. Et donc à ce jour, donc on a vu le nombre d'entreprises qui augmente d'année en année. On a dépassé la barre des 8000 entreprises qui répondent au CDP pendant le dernier cycle. Et donc je mentionnais également, on a aussi un programme de reporting pour les villes, États et régions. On a maintenant un peu plus de 800 villes qui répondent au CDP et quelques 120 États et régions qui utilisent également la plateforme pour reporter leurs données. Voilà, donc là c'est simplement pour vous montrer aussi, donc en fait ça correspond bien à l'environnement dans lequel on évolue, où on a à la fois en fait une prise de conscience des différents acteurs, une prise de conscience auprès des entreprises des enjeux environnementaux, mais également une régulation qui devient de plus en plus exigeante, et puis également quelque chose qui est évidemment très efficace auprès d'entreprises, c'est les exigences croissantes des investisseurs auprès des entreprises. Voilà. Ensuite, je voulais simplement mentionner que les données qui sont reportées au CDP sont évidemment utilisées par les investisseurs signataires du CDP, ainsi que par les entreprises elles-mêmes, à la fois dans la structure de pour les aider à structurer leur stratégie environnementale, pour pouvoir se benchmarker, comprendre quelles sont les meilleures pratiques en place dans leur secteur. Mais ces données-là sont aussi utilisées ensuite par d'autres ONG, d'autres organisations. Elles sont utilisées parfois par d'autres agences de notation extra-financière, ou aussi pour créer des produits financiers, des indices, etc. Donc simplement pour vous dire qu'il y a tout cet écosystème en fait qui est, on va dire, nourri entre guillemets par les données reportées auprès du CDP, utilisées comme plateforme de départ. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un peu une idée générale du fonctionnement. Donc maintenant, pour parler concrètement de ce questionnaire, donc là je vais m'attacher uniquement au questionnaire changement climatique. Et bon, vous pouvez trouver toutes les informations sur nos autres questionnaires eau et forêt sur notre site. Donc le questionnaire changement climatique est constitué de 14 modules. Et notamment, en fait, en 2018, on a intégré au questionnaire, il y a eu pas mal de changements, puisqu'on a intégré les recommandations de la TCFD, donc la Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que Charles mentionnait tout à l'heure. Donc, on a intégré ces recommandations, et puis il y a d'autres modules additionnels, donc qui vont couvrir tout ce qui est gouvernance, risque et opportunité, la stratégie, les objectifs de réduction d'émissions, les données sur les émissions carbone, etc. On a également un module supply chain supplémentaire qui est présenté uniquement aux entreprises qui répondent à une ou plusieurs de leurs entreprises clients, en plus de la demande des investisseurs. Je voulais simplement mentionner également que ce questionnaire pour les entreprises qui répondent pour la première fois, ou les entreprises ou les PME qui vont avoir un chiffre d'affaires inférieur à 250 millions d'euros, ces entreprises-là peuvent répondre à une version minimum qui correspond à peu près à un tiers du questionnaire total. Voilà, donc ça c'est pour le questionnaire général. Et ensuite, on a développé bon, c'est la principe. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est très bien. Voilà. Et donc, en fait, en 2018, le CDP a également introduit donc des questionnaires spécifiques à certains secteurs qui sont en fait à fort impact, ou également qui seront potentiellement les plus touchés par le changement climatique et par la transition vers une économie bas carbone. Et donc, quand je dis des questionnaires spécifiques à ces secteurs, c'est simplement le questionnaire général qui va avoir un certain nombre de questions qui vont être soit modifiées, soit ajoutées, et d'autres certaines enlevées, selon leur pertinence par rapport à ces secteurs spécifiques. Donc là, vous pouvez voir l'ensemble des
des secteurs qui ont été adressés. Bon, alors, l'image, enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais voilà, c'est un peu bougé. Mais donc, en 2020, donc la majorité des secteurs ont été introduits en 2018. Et en 2020, nous avons donc 4 nouveaux secteurs: Financial Services, Capital Goods, Construction et Real Estate. Voilà. Donc, je vais pouvoir vous présenter maintenant un petit peu plus en détail ce qui nous concerne aujourd'hui, donc le real estate. Ah oui, pardon. Tout d'abord, pour ce qui est des changements entre 2019 et 2020, donc là, pour le questionnaire changement climatique, on est encore dans une phase de stabilisation des questionnaires après tous les changements qui ont été introduits en 2018. Donc, on a 80% du questionnaire qui ne change pas, ou alors des changements mineurs. Donc, par changement mineur, ça peut être par exemple une option ajoutée à une liste de drop-down d'options à sélectionner, ou l'ajout d'une colonne commentaire, enfin ce genre de petits changements. Et on a 4 nouvelles questions et 19 questions qui ont été modifiées. Mais vraiment dans une optique de simplification du questionnaire, d'éviter certaines redondances, d'optimiser les logiques conditionnelles entre certaines questions, et enfin d'améliorer l'alignement entre nos 3 différents questionnaires. Donc ça, c'est pour le questionnaire général. Et ensuite, en termes de nouvelles questions, on en a 12 nouvelles qui ont été introduites, notamment pour le secteur de l'immobilier. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter donc les développements qui ont été faits pour le secteur de l'immobilier. Donc d'abord, pourquoi est-ce que, bon alors après vous allez sans doute le savoir mieux que moi, mais pourquoi est-ce qu'on s'attache à ce secteur-là? C'est que tout d'abord, c'est un secteur à fort impact, puisqu'il a été évalué que les bâtiments sont responsables par exemple à quasiment 40% des émissions de CO2 liées à l'énergie. On sait également, et puis ça a été évalué comme les émissions liées à l'immobilier, que les émissions totales atteignaient 9,6 gigatonnes de carbone, comme ça a été évalué par l'Agence internationale de l'énergie en 2019. Et on sait également que, vu les tendances actuelles, ça ne va ne faire qu'évoluer, en tout cas que la surface représentée par les bâtiments va être amenée à doubler d'ici 2060. Donc en fait, c'est un secteur à haut impact, mais également avec un fort potentiel de réduction d'émissions en mettant les bonnes pratiques, des meilleures pratiques en place. Donc dans la slide suivante, je ne vais pas passer trop de temps non plus là-dessus, mais simplement pour vous montrer, je ne sais pas si vous avez déjà pu voir ce graphe, mais ça vous montre donc à gauche l'état actuel, avec la répartition des émissions entre les différents scopes. Donc, comme on peut le voir, les émissions indirectes liées à l'éclairage, au chauffage, à la climatisation, etc. Donc, les émissions de scope 2 sont la part majeure de ces émissions. Mais on peut voir également que les émissions de scope 3, donc liées notamment aux matériaux, représentent quasiment un tiers de ces émissions. Voilà, donc une partie très importante de ces émissions. Et donc, si on regarde ensuite plus vers la droite du graphe, pardon, encore, on peut voir donc les projections à 2050, et ensuite les 4, on va dire, priorités, ou les politiques clés qui ont été indiquées encore une fois, par l'Agence internationale de l'énergie, qui ont été indiquées comme priorité pour pouvoir nous assurer un futur en dessous de 2 degrés. Donc, le net zéro energy buildings, les rénovations, l'approvisionnement en énergie bas carbone, et puis l'utilisation de matériaux bas carbone. Et donc, c'est vraiment ces différents aspects qu'on cherche à couvrir dans ce nouveau développement du questionnaire. Voilà, et donc comme je le disais, donc il y a quand on s'adresse au secteur de l'immobilier, il y a donc tout ce qui est émissions, on va dire opérationnelles, qui était déjà assez couvert dans le questionnaire général du CDP. Et ce qu'on a introduit vraiment cette année dans le questionnaire, c'est cette notion de embodied carbon. Je ne sais pas tout à fait comment ça se dit en français, carbone intégré ou incorporé.
Voilà, et donc c'est l'idée de regarder pas seulement voilà, tout ce qui est émissions liées à l'opérationnel, mais également tout ce qui est lié à la production et à l'installation des matériaux. Et puis également ceux qui sont nécessaires au cours des rénovations et de la maintenance. Voilà, donc il a été évalué que ces émissions embodied carbone comprenaient, voilà, représentaient, comme je le disais, quasiment un tiers des émissions totales. Donc ça, c'est dû bien, enfin, en majorité à l'utilisation du ciment et de l'acier. Voilà, mais donc il y a un certain nombre de stratégies à mettre en place, qui peuvent être mises en place au-delà simplement du choix des matières premières, mais également dans le design des bâtiments, dans le fait d'étendre la durée d'utilisation de ces bâtiments, dans la réduction excusez-moi, je ne trouve plus mes mots en français, réduction des déchets, pardon, et puis dans tout ce qui est recyclage, réutilisation, etc. Voilà. Donc, le questionnaire Real Estate, donc on parle un peu à la fois de construction et Real Estate, sachant que c'est quelque chose que, au début du questionnaire qui vous sera présenté, vous avez la possibilité de choisir quelles sont ces activités qui correspondent à votre entreprise. Mais donc, on cherche à voilà, couvrir toute cette partie, on va dire, de la chaîne de valeur, depuis la construction jusqu'à voilà, l'opération, la maintenance, puis tout ce qui est, puis jusqu'à la rénovation et la démolition, mais également tout ce qui est voilà, la gestion des bâtiments. Sachant que tout ce qui est plutôt en amont de la chaîne de valeur est déjà adressé par d'autres questionnaires secteurs spécifiques du CDP. Voilà, alors concrètement, et puis donc là, ça va, je vais faire un peu écho avec ce que disait Charles tout à l'heure, c'est que entre GRESB et CDP, on est vraiment dans l'idée voilà, d'avoir cette collaboration et cette, on va dire, voilà, d'avoir cette collaboration en place pour s'assurer voilà, d'avoir ce message, on va dire, consistant et d'être complémentaire dans notre approche. Donc là, on retrouve voilà, ces deux notions clés qu'on va adresser dans notre questionnaire. Donc, tout ce qui est lié à l'analyse de cycle de vie pour les émissions des bâtiments, et puis les données d'émissions sur le embodied carbone. Donc ça, ce sera adressé dans le module 6 du questionnaire sur donc, les données rapportées sur les émissions. Et les deux autres points clés qu'on va adresser, donc Net Zero Carbon Buildings et puis Low Carbon Investment, donc que ce soit voilà, dans des produits ou des services bas carbone, donc notamment les investissements faits en recherche et développement sur ces produits et services bas carbone. Et donc ces deuxièmes points, ces deux points, donc Net Zero Carbon Buildings et Low Carbon Investment, eux sont adressés dans le module 9 Additional Metrics. Voilà, donc simplement pour vous mentionner, donc là je vous donne en fait les notions clés qui vont être introduites dans le questionnaire. Par contre, et c'est une des ressources que je vous indiquerai à la fin, pour avoir le détail de ces questions, on a un webinaire qui a été fait il y a quelques semaines par notre équipe technique qui rentre donc beaucoup plus dans le détail. Et puis ensuite, vous allez pouvoir trouver tous les détails sur notre site. Donc, enfin, dernier point, les entreprises qui vont recevoir ces nouveaux questionnaires, enfin ces nouvelles questions, pour ce qui est de l'immobilier, donc ça va être les entreprises dans le milieu de l'hôtellerie et de l'hébergement, les propriétaires et développeurs immobiliers, et puis enfin les sociétés d'investissement immobilier cotées. Voilà. Voilà, et je voulais conclure cette présentation avec voilà, simplement vous mentionner les différentes ressources qui sont à votre disposition.
Donc, comme je vous le disais, le webinar, donc, je vous le conseille vraiment parce qu'encore une fois, voilà, ça va plus en détail dans quelles questions exactement ont été introduites et puis un peu le rationnel derrière. Ensuite, nous avons également sur notre Guidance for Companies page un document qui map donc, tous les changements entre le questionnaire 2019 et 2020. Voilà. Et enfin, sur cette page, sur cette même page, vous allez avoir donc non seulement ce document qui vous montre les différents changements, mais également en fait les documents clés pour préparer votre reporting au CDP, donc à savoir les questionnaires, les reporting guidance. Et vous aurez bientôt, donc c'est prévu à la fin de ce mois-ci, les méthodologies de notation, voilà, qui vous montreront donc voilà, quelles sont en fait les données attendues et puis le système de notation derrière. Je voulais simplement mentionner que pour cette première année de lancement du questionnaire spécifique au secteur immobilier, donc ces nouvelles questions qui seront introduites seront notées, mais de façon, on appelle ça légère. C'est-à-dire que l'idée étant quand même de valoriser les entreprises qui font l'effort d'y répondre, mais pas non plus de vous pénaliser pour cette première année où on introduit de nouvelles questions. Voilà. Et donc un dernier point par rapport à on va dire aux dates clés du cycle de reporting. Donc l'ORS qui veut dire Online Response System. Donc l'ouverture de notre plateforme de reporting est prévue pour la semaine commençant le 13 avril. Avec une fin, donc les entreprises peuvent commencer à accéder à leur questionnaire, à répondre à partir de cette ouverture et ont jusqu'à fin juillet pour y répondre. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci. Oui, Guillaume Roger, Primonial REIM. J'avais une question finalement qui pouvait à la fois s'adresser donc à Charles pour le GRESB et à vous Alice pour le CDP. Alors c'est une question, j'ai envie de dire de néophyte, on va dire, puisque Primonial REIM aujourd'hui ne remplit aucun de vos reportings, ni CDP ni GRESB. En revanche, c'est évidemment quelque chose que l'on a dans un coin de notre tête, au-delà des démarches que nous réalisons aujourd'hui. Moi, la question toute bête que je me pose, c'est a-t-on, alors à défaut d'avoir votre réponse à vous, peut-être que d'autres acteurs qui ont passé le pas pourront nous le dire, mais a-t-on une idée de ce que cela implique, j'ai envie de dire tout simplement en termes d'ETP dans nos structures d'investisseurs institutionnels pour permettre de réaliser ces reportings. Quand je vois aujourd'hui, nous sommes à une étape qui est bien inférieure, c'est-à-dire que nous déployons depuis 2 ans une dynamique d'énergie management pour tout simplement récupérer de la data énergétique, qu'elle soit, on va dire, gaz, électricité ou eau, et nous avons un mal fou à soit fiabiliser la donnée dans nos plateformes, soit tout simplement obtenir de nos locataires le droit de récupération de cette donnée. Quand je vois la complexité des reportings que vous présentez, ça m'amène 2 questions. Je me dis, soit les acteurs qui sont déjà en phase de reporting sont supra-malins et donc ils font des choses que nous sommes complètement incapables de faire. Soit il y a un trou dans la raquette parce que je me dis comment on peut avoir autant de difficultés à récupérer des données énergétiques et comment en même temps on peut être si loin dans la traduction de ces reportings énergétiques, que ce soit sur des dynamiques CO2 ou sur d'autres objectifs. On parlait de biodiversité ou autres sur lesquels il faut renforcer nos reportings et nos communications en termes d'impact. Mais vraiment, je suis impressionné / dubitatif de tout ce qui est proposé. Et je dois avouer que je sais pas trop quoi en penser, sauf éventuellement à me dire que sans doute, il y a aussi une problématique d'effectifs
puisque nous sommes une toute petite équipe. Moi-même, je suis dédié à d'autres fonctions que l'ISR et je n'ai qu'une personne à mes côtés qui s'occupe à plein temps de la dynamique ISR. Donc, c'est sans doute loin d'être suffisant. Mais voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis à tous là-dessus, si vous aviez des éléments d'informations à me donner prospectifs. Oui, bien sûr. Alice, tu veux commencer ou tu veux que je me lance? Non, vas-y. Oui, merci pour la question. Effectivement, c'est une très très bonne question. Je pense surtout de la part de quelqu'un qui n'a pas vraiment encore investi du temps dans ce genre de reporting framework. Je pense que la tendance générale, c'est qu'effectivement, de notre point de vue, il y a voilà, la situation est qu'il y a un sous-financement de manière générale dans ce secteur en termes de ETP, en termes de ressources, etc. Donc, et l'ESG est un domaine finalement relativement nouveau. Hein, on a 10-15 ans par rapport à la finance qui a 100-150 ans. Voilà, l'ESG est très, 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 très récent et relativement complexe, comme vous avez pu le voir, c'est relativement complexe. Et donc, voilà, le manque de ressources est un enjeu que l'on rencontre voilà, très régulièrement. Maintenant, en termes de, je veux dire, sur votre question, une idée de TP nécessaire pour pouvoir remplir ce genre de questionnaire, je pense que là, ça dépend vraiment de la taille de la société, puisque GRESE comme CDP doivent être remplis par une entité. Hein. La charge de travail va vraiment dépendre de la taille de l'entité, comme vous pouvez vous l'imaginer, puisque nous pouvons parfois demander des informations très, très granulaires. Maintenant, il y a aussi se familiariser avec les indicateurs pour je veux dire, nous rapporter, en tout cas dans le cadre de GRESE, nous rapporter la première année demande une certaine familiarisation avec les indicateurs qui voilà, la première année, je ne vous le cache pas, il y a quand même un peu acquérir cette connaissance, acquérir se familiariser avec les indicateurs, demande du temps, demande je veux dire, beaucoup de discussions, des explications, etc. etc. Vous avez également mentionné la récupération de données. Bon, c'est également aussi de notre part un des sujets de discussion que nous abordons le plus souvent. Récupérer des données est clairement l'enjeu principal, notamment dans le secteur d'immobilier en ce qui concerne l'ESG, principalement dû au fait que la structure, si vous voulez, de l'industrie immobilière est que nous vous demandons des données pour lesquelles vous n'êtes pas de lesquelles vous n'êtes pas propriétaire directement et relatives à des surfaces sur lesquelles vous avez parfois aucun contrôle. Donc effectivement, il y a si vous voulez, une espèce de on va dire une faille structurelle dans la manière dont l'industrie immobilière fonctionne. Voilà, notre approche là-dessus, c'est qu'on espère que la pression qui est amenée vis-à-vis de par ces reporting frameworks va pouvoir améliorer la situation. Mais effectivement, il y a des enjeux qui restent là et on en est bien conscient. Si je peux tout à fait d'accord avec toi, Charles. Si je peux rajouter là-dessus, c'est que, en fait, effectivement, ça demande du temps, ça demande des ressources, mais c'est également nécessaire. C'est-à-dire que quand on regarde les entreprises et les moyens qui sont mis derrière tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est données de performance financière, il n'y a pas de question, il y a beaucoup de moyens qui sont mis derrière. Et lorsqu'on touche à l'extra-financier, c'est quelque chose qui s'est évidemment beaucoup développé, mais il y a encore voilà, c'est pas encore quelque chose qui est complètement acquis et les gens sont parfois étonnés du nombre de ressources qu'on demande, mais en fait, c'est une tendance qui va faire qu'aller augmentant, puisqu'en fait, plus on avance dans en fait, la récolte de ces données, plus on prend conscience des enjeux qu'il y a derrière, des risques, des opportunités, plus on se rend compte qu'il y a un besoin en fait de plus en plus fort d'avoir une donnée qui soit fiable, qui soit précise. Et donc oui, le manque de ressources, c'est quelque chose que j'entends beaucoup auprès d'entreprises avec qui je travaille, mais c'est quelque chose qu'on entend tout à fait et qui est effectivement qui peut être un bloqueur actuellement, mais qui doit évoluer, pas dans le sens
des questionnaires ou des… Alors après, bon, évidemment qu'on ne va pas chercher à rendre des questionnaires plus compliqués. On est au contraire ici, plutôt dans une réflexion de comment optimiser ce reporting. Mais c'est aussi pour vous dire que c'est normal au bout d'un moment que les entreprises mettent les ressources derrière pour pouvoir y répondre. Parce que c'est l'exercice de reporting et justement comme but d'amener à être aussi un outil de transformation et pas simplement de reporting statique. Ensuite, un deuxième point que je voudrais juste mentionner, c'est sur voilà, la fiabilité des données, sur justement la récupération de ces données. C'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain. Donc effectivement, quand vous commencez à faire votre reporting environnemental, je pense que personne s'attend à ce que vous ayez toutes les données disponibles du jour au lendemain et que tout soit impeccable dès le début. Donc en fait, nous on parle de Sustainability Journey, à savoir qu'une entreprise qui va commencer à reporter des données, déjà de faire cet exercice de transparence, c'est beaucoup plus valorisé que le fait de ne rien reporter, puisque c'est déjà un premier effort de se dire, bon, bah, on commence à faire cet effort de reporting, à être transparent sur où est-ce qu'on en est et ce qu'on met en place pour s'améliorer. Et puis ensuite, on voit vraiment l'évolution d'année en année. Parce qu'il y a d'une part, évidemment, l'appropriation du questionnaire, des données demandées, de la méthodologie de notation derrière, mais aussi et surtout toute la mise en place en interne des systèmes de récolte des données. Et puis l'engagement des parties prenantes, parce que ce reporting ne se fait pas. C'est évidemment, ça peut être très lourd, surtout pour une petite équipe, si vous devez reporter et répondre à toutes ces questions. Mais c'est également un bon outil d'engagement, puisque vous allez avoir besoin de récolter ça auprès de différentes équipes en interne. Donc c'est quelque chose qui peut mettre du temps à se mettre en place, mais qui a aussi comme idée que ça vous donne cet outil de communication qui est ensuite utile auprès de plein de parties prenantes différentes, puisque c'est l'idée du GRESB ou du CDP, c'est d'établir ce standard d'évaluation de votre performance extra-financière. Je vous remercie tous les deux pour ces réponses. Vous dire que vous prêchez un convaincu, moi j'ai absolument pas de doute et je partage pleinement votre avis que nous avons des équipes qui se comptent en dizaines de TP pour traiter les notions d'asset management qui sont donc au final des notions de reporting et de pilotage à but financier. Donc il n'y a pas de raison qu'à terme on puisse pas envisager la même chose pour des notions extra-financières. Je partage, mais je voulais vous entendre quand même sur cette notion de sous-effectif. Voilà, j'ai pas de doute non plus sur le fait, et mon propos n'était pas de dire que les questionnaires étaient trop complexes. Si on veut quelque chose justement qui soit pertinent et qui apporte de la vraie data, il faut que ce soit complet, il faut que ce soit précis. Donc j'ai pas de doute non plus. Mais voilà, juste pour donner à réfléchir, et on n'est certainement pas un exemple, ni même le bon exemple. Mais clairement, aujourd'hui, quand même, pour répondre à Charles, aujourd'hui, notre structure, c'est plus de 22 milliards d'euros d'actifs immobiliers sous gestion. C'est plus de 1100 lignes. Et effectivement, l'effectif ISR qui est associé, c'est 1 ETP, virgule quelque chose. Donc, on est clairement, forcément sous-dimensionné. On fait ce qu'on peut. Donc, on traite d'abord effectivement les données énergétiques et on essaye d'avoir une dynamique forte d'un point de vue ISR sur l'un de nos fonds. Déjà, on commence, voilà, comme vous dites, on essaie de démarrer par quelque chose, mais je voulais quand même vous entendre votre réaction par rapport à ça, parce que moi, j'ai un peu le nez dans mon guidon et le fait d'entendre des acteurs comme vous réagir sur notre mode de fonctionnement, ça ne peut que valider ou pousser mes démarches ensuite à moi en interne pour aller chercher effectivement des ressources, des justifications. Et ça passe souvent par ce que font nos pairs. Quand on dit on a X actifs à gérer et nous sommes X asset managers, l'équipe asset management va réussir à obtenir des ETP supplémentaires en disant tel autre asset manager, regarde, il gère 2 fois moins et il a pourtant plus d'effectifs que nous. C'est un petit peu dans cette démarche, je pense qu'il faut aussi que je m'inscrive pour essayer d'aller capter les compléments d'aide dont on a besoin pour envisager ce genre de reporting. Et je pense que c'est, en tout cas à notre niveau aujourd'hui, ce qui fait qu'on ne vient pas vers vous, c'est qu'on sait qu'on n'est pas taillé encore pour faire ça, mais ça viendra, j'espère.
Si je peux me permettre, Jérôme Lacombe, CBRE Global Investors, je sais que, enfin Laura, je ne sais pas combien de temps reste, parce que je sais qu'il y a un autre sujet, mais peut-être on peut discuter séparément du sujet. Mais juste très brièvement, un retour d'expérience, je pense que plutôt que, enfin, en plus d'un outil de communication, vous savez que ces notations GRESB maintenant sont devenues presque nécessaires. Et cette démarche va devenir très importante pour répondre à des appels d'offres d'investisseurs. Donc, effectivement, le besoin d'y passer du temps, à mon avis, il est là. Et définitivement, de confirmer qu'il y a un effet d'apprentissage et d'économie, de synergie qui se produit. Donc, il faut démarrer. Et puis après, on voit bien qu'en travaillant avec le GRESB, notamment ce qu'on a fait depuis de nombreuses années, il y a quand même, ça s'accélère et il y a un aspect collaboratif qui est là. Donc, et pour finir, sur le TP et la notion de ressources, clairement, pour nos asset managers, remplir et obtenir des bonnes notes GRESB, notamment, fait partie des objectifs de l'année. Donc, on va dire, on a fait descendre un petit peu le sujet sur le terrain. Et chacun doit effectivement s'occuper de la collecte d'informations, de la possibilité de récupérer l'info auprès des preneurs, etc. etc. Donc, je pense que ma recommandation, mon conseil, c'est diffuser et former. Et puis, effectivement, acter que c'est devenu maintenant structurellement une problématique pour les asset managers. Mais de nouveau, on peut en parler offline, comme vous dites, si vous le souhaitez. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que la démarche, c'est vrai, telle que je le ressens, elle est vite portée, en tout cas du côté des assets, elle est souvent rebalancée sur le property manager. Et vous avez l'air de dire que, en tout cas chez vous, il y a quand même une part objectif qui reste dans l'escarcelle de l'asset manager. Quand même, il y a une implication des équipes front office asset sur ces questions-là, malgré tout. Oui, sur la performance de l'actif, certainement. Et puis après, si on remonte un peu dans la chaîne de valeur, sur les notations management, donc entité, au niveau du gérant aussi. Donc, en tant que gérant, on doit montrer que les procédures sont en place et qu'on on connaît le questionnaire et on s'en occupe. En termes de retour d'expérience, c'est Pierre Cadoret de CBRE France. Je me souviens aussi en 2017-2018, alors juste pour donner un chiffre, mais c'était celui d'Altaria Cogedim avec leur directrice de l'innovation qui témoignait suite aux très bons résultats que Altaria Cogedim avait obtenus cette année-là. Et elle avait évoqué dans son discours notamment que ça représentait un peu moins de 2 ETP, la complétude des évaluations GRESB chez eux. Voilà. Après, je ne sais pas comment elle avait calculé ça, mais ça peut donner déjà un ordre de grandeur. Sachant qu'au fur et à mesure, effectivement, il doit y avoir il faut redispatcher les objectifs dans les équipes directement et pas forcément sur une ou deux personnes pour porter ces vastes sujets. Maintenant, si je peux ajouter quelque chose, c'est important d'analyser le contexte dans lequel ce genre de présentation est faite, puisqu'il y a des sociétés qui abordent l'ESG pour faire GRESB ou CDP, l'un ou l'autre, et d'autres qui font GRESB pour faire l'ESG. Donc, je veux dire, ça dépend comment on définit ces reporting frameworks, puisque si on prend l'exemple de GRESB, nous, on essaie de couvrir tout ce qui est considéré matériel dans le secteur de l'immobilier en termes de développement durable, dans le sens où, puisque nous couvrons toutes ces problématiques, vous pouvez dire, pour faire GRESB, on a besoin de 10 ETP, puisqu'on a besoin de gens qui implémentent des nouvelles mesures d'efficacité énergétique, on a besoin des gens qui collectent des données, on a besoin des gens qui rapportent à GRESB, on a besoin des gens qui… je veux dire, finalement, puisque c'est un espèce de reporting framework qui recense l'ensemble des choses ESG, ça dépend comment on définit ça. Si on définit simplement GRESB comme les ETP nécessaires pour rapporter à GRESB, les gens qui vont se loguer à la plateforme et remplir les indicateurs, là, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Mais ça dépend vraiment du scope de quel on parle ici.
Dans mon idée, c'était le scope global, c'est-à-dire d'avoir en tête le fait qu'effectivement, ce n'est pas juste remplir une grille, ce qu'on peut faire par ailleurs hein, sur d'autres typologies de données. Je pense notamment à des données de marché plus financiers sur lesquelles on reporte IPD, par exemple, sur des données locatives. Mais outre le remplissage en tant que tel de la grille, quand je vois la qualité des indicateurs, ça sous-entend évidemment, quand on est un peu sur le terrain, que c'est justement tout l'énergie management, toute la communication qui doit être renouvelée sans cesse avec les locataires, puisque les états locatifs bougent, les mandats qui nous sont confiés par nos locataires quand ils le veulent bien connaissent des dates de péremption, donc ils doivent être renouvelés. Ça implique vraiment énormément de travail de terrain et de reporting, de mise en œuvre physique, de comptage. Tout n'est malheureusement pas automatisé comme les plateformes Energism, Deepkey, NetSynergy et les autres nous l'annoncent. Il y a beaucoup de travail lourd et long, fastidieux, complexe et d'échanges avec les locataires parce que ceux-ci, on parle beaucoup d'assujettissement avec le décret tertiaire. Il y a beaucoup de locataires qui n'ont encore pas compris qu'ils étaient dans la boucle. Et clairement, c'est un peu de l'ensemble dont je parle et pas simplement du remplissage de la grille où effectivement, là, on peut se dire qu'une personne pourrait, en tant que chargée de reporting en interne, s'occuper du remplissage en tant que tel. Mais c'est bien la masse de travail nécessaire à la collecte qui m'inquiète le plus dans cette dynamique. Et la fiabilisation de la donnée, surtout. Non, c'est clair, c'est clair. Dans ce cas-là, alors je vais clairement vous rappeler, je vais clairement vous confirmer, le démarrage prend du temps, se familiariser avec le contenu prend du temps, ça demande creuser dans le contenu, la compréhension, mettre en place la stratégie, mettre en place les politiques internes, les processus, etc., qui sont nécessaires à la collection de données. Ça prend du temps. Maintenant, une fois que tout ça s'est mis en place, on peut même aborder, on peut commencer à essayer d'automatiser les processus, automatiser la collection de données, etc. Et là, du coup, on peut commencer à gagner en efficacité. Mais effectivement, je ne vais pas vous le cacher, au début, ça demande je veux dire, beaucoup de temps et d'investissement. Merci beaucoup à tous pour ces éléments qui, je pense, en aident pas mal ici autour du webinaire. Je suis désolée, mais on va devoir passer à la présentation des PRI. Mais bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer et puis on fera le lien entre vous, les GRESB, XCDP, il n'y a pas de problème. Donc voilà, au niveau des évolutions des PRI, je vais vous présenter cette partie puisqu'ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Mais voilà, ils m'ont transmis leurs documents. Donc déjà, dans les PRI, en quelques chiffres, donc c'est une initiative qui a été lancée en 2006 par l'ONU. Plus précisément l'initiative financière du l'UNEP et puis le Pacte mondial avec un groupe d'une vingtaine d'investisseurs institutionnels et l'objectif d'appliquer 6 principes pour l'investissement responsable, notamment la prise en compte des facteurs ESG dans le réseau d'investisseurs signataires. Donc c'est une association menée par les investisseurs signataires qui sont représentés au conseil d'administration et qui contribuent donc aux différents programmes de travail. Il compte aujourd'hui plus de 3000 investisseurs avec 3 typologies d'acteurs, les investisseurs institutionnels, les sociétés de gestion et les prestataires de services, la plupart étant des sociétés de gestion. Quand on signe les PRI, donc on s'engage à progresser sur 6 points que vous voyez indiqués dans ce slide, donc c'est-à-dire l'intégration des enjeux ESG dans les processus de décision et d'investissement pour toutes les classes d'actifs. Il s'agit aussi d'être un actionnaire actif, c'est-à-dire de voter et dialoguer avec les entreprises sur les enjeux ESG. Pousser également les entreprises dans lesquelles on investit à publier des données fiables et puis diffuser l'investissement responsable, ses principes et les bonnes pratiques dans le milieu.
Il y a également donc le fait d'effectuer un reporting annuel et puis d'accompagner les différents signataires dans leur progression. Ils ont publié en 2006 une feuille de route après une consultation auprès des signataires. Donc, c'est un plan d'action avec 9 actions prioritaires qui définissent les programmes de travail pour les prochaines années. Voilà, par exemple, donner aux investisseurs institutionnels les moyens d'agir, soutenir une intégration plus étendue des enjeux SG dans toutes les classes d'actifs, promouvoir une communauté d'investisseurs, accroître la responsabilité des investisseurs, former des investisseurs responsables, également challenger les obstacles à l'émergence d'un système financier durable, favoriser la circulation des données pertinentes dans le marché, soutenir la lutte contre les changements climatiques et associer l'investissement responsable au développement d'une économie durable grâce aux objectifs de développement durable notamment. Il compte aujourd'hui plus de 3000 investisseurs dans 52 pays et presque 250 en France, donc ce qui équivaut à peu près à 10% du total. C'est le 3e pays avec le plus grand nombre de signataires après les États-Unis et le Royaume-Uni. Et il faut souligner d'ailleurs que la France, parmi leurs signataires, est un des pays où les entités sont les plus avancées, notamment grâce à la réglementation française, donc les lois Grenelle et puis l'article 173, l'ancien rapport RSE, etc. Ils ont connu donc un fort taux de croissance, à peu près 20% par an. En France, il y a 27 investisseurs institutionnels qui sont signataires des PRI. Et voilà, vous pouvez les voir dans ce slide. 64% des plus gros investisseurs en immobilier sont signataires des PRI et l'immobilier est la classe d'actifs des signataires des PRI avec le plus grand nombre d'encours parmi les classes alternatives, donc private equity, infrastructure, dette privée, etc. Voilà, vous avez ici la liste des signataires français des PRI spécialisés en investissement immobilier. Ils ont mis en place en 2009 un questionnaire de due diligence en matière d'investissement responsable pour l'immobilier. Donc, il s'ajoute à la série de questionnaires due diligence produites pour le private equity, l'infrastructure et les hedge funds. Et ils en produisent également pour la foresterie et les terres agricoles. Comme pour les autres questionnaires due diligence, il est conçu pour les investisseurs institutionnels. Comme exemple, des questionnaires envoyés à une société de gestion. Et les questions donc, portent sur le processus et la démarche, la structure organisationnelle, la gouvernance, le pré-investissement, la gestion de portefeuille, le suivi et le reporting de la démarche. L'idée, en fait, est ici de fournir aux investisseurs institutionnels une méthode simple pour commencer à poser des questions ESG à leur société de gestion et aussi pour consolider les pratiques existantes et éviter la multiplication de questionnaires différents utilisés par le secteur. Ils ont également produit un guide en 2016 qui s'intitule Sustainable Real Estate Investment Implementing the Paris Climate Agreement. Donc c'est un guide qui définit les mesures et les actions nécessaires pour soutenir l'intégration des risques ESG et climatiques dans l'activité de gestion des investissements immobiliers. Et il propose des actions concrètes à chaque étape du processus d'investissement. Il s'agit du guide de référence pour l'intégration du changement climatique, de leur guide de référence pour l'intégration du changement climatique dans un processus d'investissement immobilier responsable. Voilà, donc en 2020, ils ont également le projet de produire une introduction à l'investissement responsable pour l'immobilier. Et ce sera un guide assez court et assez simple sur ce que signifie un investissement responsable dans l'immobilier. Donc voilà, c'est une introduction
pour les professionnels des investissements immobiliers qui commencent à intégrer les enjeux et qui souhaitent intégrer les démarches ESG. Ils ont donc également un volet de partage de connaissances dans leur programme de travail pour informer les investisseurs sur ce sujet et ils organisent régulièrement des événements ou des webinaires sur ces questions-là. Les questions du reporting des PRI portent sur les processus d'intégration ESG dans les décisions d'investissement et de suivi des portefeuilles, donc par exemple la démarche, la structure organisationnelle et la gouvernance, les pré-investissements et la gestion des portefeuilles, ainsi que le suivi et le reporting, comme je vous l'ai déjà dit. Donc au niveau des reporting et de l'évaluation, les rapports qui sont fournis aux signataires, donc il y a déjà un Transparency Report donc, qui comprend les réponses au questionnaire annuel des investisseurs, donc qui est publié sur leur site internet. Il y a également des rapports d'évaluation, donc Assessment Reports, qui sont des documents confidentiels élaborés sur la base des réponses au questionnaire annuel. Et des notes sont attribuées aux différents modules sur la base des pratiques des signataires. Les résultats sont privés, mais peuvent être partagés, bien sûr, en interne ou en externe. Donc, voilà, quelques chiffres de 2019. Donc, 219 investisseurs signataires ont répondu au module immobilier du reporting de PRI, donc 60 investisseurs institutionnels et 159 sociétés de gestion. La plupart des signataires PRI ont mis en œuvre une démarche ESG sur leurs investissements immobiliers et environ 40% des signataires ont une note supérieure à A. Cependant, il existe une marge de progression puisqu'environ 30% des signataires ont une note inférieure à B. Voilà donc pour la répartition des différentes notes des PRI par région. Donc on voit qu'en Europe, il y a une majorité de A, quelques A+, également, mais une majorité de A. Donc les enjeux, les principaux enjeux environnementaux considérés lors de la sélection des investissements immobiliers sont clairement la performance énergétique et puis on a d'autres comme par exemple l'eau, la qualité de l'air intérieur. Voilà, c'est les différents enjeux environnementaux qui sont considérés en matière d'investissement immobilier. Au niveau des évolutions majeures en 2020, donc depuis 2019, en fait, ils ont créé un document de valorisation des meilleures pratiques, donc ce qu'ils appellent Leaders Group, donc relativement à un thème en particulier. Et en 2020, le Leaders Group est basé sur le reporting climatique. Il faut savoir que les PRI en 2020 n'ont pas fait d'évolution majeure de leur reporting et de leur référentiel, mais en fait la grosse restructuration, la restructuration totale du reporting framework est à venir pour 2021. Et en fait, à la date d'aujourd'hui, donc 24 mars, ils n'avaient pas encore publié ces modifications. Donc, voilà, je ne peux pas aller plus loin dans les modifications en 2021, mais il faut savoir qu'il y aura une très grosse restructuration de tout le référentiel et bien sûr, à l'OIB, on en reparlera. Donc, voilà, s'il y a des questions particulières, on vous a mis les contacts des personnes avec qui nous échangeons régulièrement et qui donc nous ont fourni cette présentation. N'hésitez pas à vous tourner vers nous si vous avez des questions. Si certains d'entre vous souhaitent ajouter des choses à cette présentation, puisqu'ils répondent, qui sont signataires des PRI, n'hésitez pas si vous souhaitez apporter quelque chose.
Très bien. Alors du coup, bon, je vois qu'il n'y a pas de questions ou de remarques particulières. Donc voilà, si, comme on vous l'a expliqué, le support sera disponible sur notre centre de ressources donc, qui est Talouane. On vous enverra un lien dans la journée. Pour conclure, donc, en fait, voilà, on peut dire que ces différents référentiels se complètent et puis contribuent à l'amélioration du marché en matière de reporting extra-financier et de performance ESG, de transparence aussi de ces démarches-là. Comme Delphine vous l'a expliqué au début de l'atelier, vous retrouverez sur Talouane notre décryptage complet de ces 3 référentiels et une analyse comparative en fait, des différentes pratiques, des thématiques considérées. Donc pareil, je vous renverrai le lien vers ce référentiel. On voulait également vous partager nos prochaines dates, puisque donc au cours du mois de fin mars là, et au cours du mois d'avril, nous allons organiser nos groupes de travail via des webinaires ou des webconférences comme ce matin pour maintenir la dynamique et puis profiter de ce moment un petit peu plus creux pour certaines entreprises pour approfondir ces thématiques ESG et puis vous présenter tous les travaux en cours et à venir au sein de l'OID. Donc voilà, le 31 mars, il y aura un GT énergie. Le 7 avril, un atelier test de la plateforme BATADAPT. Le 9 avril, un GT carbone. Le 14 avril, un GT sur la finance responsable. Le 23 avril, une présentation des travaux qui sont menés actuellement sur l'autoconsommation électrique. Le 28 avril, nous ferons également un atelier, enfin une conférence sur l'adaptation des bâtiments au changement climatique et les low-tech dans un climat changeant. Donc là, ce sera l'occasion d'approfondir et de vous présenter vraiment la cartographie BATADAPT et les travaux qui ont été menés sur les low-tech en partenariat avec des étudiants de Sciences Po et de la Sorbonne. Et puis enfin, fin avril, nous aurons un GT sur les achats responsables. Voilà du coup pour l'atelier d'aujourd'hui. Donc nous remercions grandement nos intervenants et puis les PRI qui nous ont également transmis leur présentation. Nous espérons aussi que ça a été pour tout le monde de suivre cet atelier à distance pour le premier de ce genre à l'OID, l'atelier 2.0 dans ce contexte. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez davantage de questions et si vous souhaitez échanger, là on a encore quelques minutes. Donc voilà. Moi, j'aurais une question, Laura, pour nos intervenants. Donc, le sujet performance extra-financière est particulièrement important pour des produits financiers qui ont connu un succès conséquent ces dernières années, notamment les obligations vertes. Ma question était, est-ce que Charles ou Amélie, je ne me souviens plus, pardonnez-moi, ont vu une demande accrue dans ce contexte-là, donc des émetteurs ou pour construire, structurer ces green bonds. Alors, de mon point de vue, oui. La réponse est clairement oui. Je crois que le premier avait été contracté il y a quelques années. Je crois que c'était Gessina avec ING. Mais depuis lors, on a vu une croissance assez importante de ce genre de produits sur le marché, que ce soit en Europe ou en dehors. Je dirais que la tendance générale dans tout ce qui est, vous l'avez dit, obligations vertes, c'est ça, green bonds, c'est le développement des critères auxquels sont attachés ces obligations. Donc là, on a vraiment commencé avec des critères très généraux tels que le score GRESB ou le nombre d'étoiles, etc., etc. Maintenant, on va vraiment creuser
sur des sous-scores ou des indicateurs de performance, etc. Ou même des positions dans un certain groupe de pairs. Donc, il y a clairement un raffinement, je vais dire, de l'analyse derrière qui est faite par les banques pour mettre en place les critères qui sont directement liés au rabais qui sont proposés, offerts. Et nous sommes parfois même contactés pour devoir présenter notre méthodologie et comment certains indicateurs sont calculés pour s'assurer que la banque sache vraiment sur quoi baser leur contrat. Oui, de mon côté, je peux que confirmer également que c'est quelque chose qu'on a vu se développer, et puis en particulier depuis les dernières quelques années, que ce soit, en fait, de façon générale, l'intégration des critères ESG dans un certain nombre de produits financiers et de produits de services financiers. Oui, c'est quelque chose qu'on a vu de plus en plus au niveau des entreprises, au niveau des investisseurs, et donc qui s'accompagne aussi. Je répète un peu ce que tu dis, Charles, mais à la fois d'une éducation et d'une formation du côté investisseur en fait, pour comprendre le type de données qu'on récolte et comment l'utiliser, que ce soit en termes de simplement de la notation attribuée par GRESB, par le CDP, etc., mais aussi les données brutes récoltées, les analyses qui peuvent en être faites derrière. Ok, très bien, je vous remercie. Merci. Je vous en prie. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre avait une question particulière? Oui, je voulais juste ajouter un point sur les green bonds pour répondre à la question, un point contextuel, si vous m'entendez correctement, c'est que avec la sortie de la taxonomie européenne le 9 mars, eh bien, la plupart des standards de green bonds vont évoluer. Sachant qu'aujourd'hui, un des standards qui était le plus usité était celui de la Climate Bond Initiative, à laquelle nous participons, nous, OID. Donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que, en fait, ce qui a été choisi au niveau de l'Union européenne va venir modifier les prochaines émissions, ou est-ce qu'on va rester sur les mêmes critères puisque cette taxonomie serait moins exigeante de ce qui se faisait déjà? Voilà. Donc, c'est un sujet qu'on traitera dans les prochains mois. Ok, très bien. Merci à tous. Je vais devoir raccrocher, mais merci beaucoup. Et puis à la prochaine, webinaire. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions particulières, voilà, je vous propose qu'on arrête ici notre webinaire. Et puis, j'espère donc que ça a été pour tout le monde pour suivre cet atelier ce matin. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis faites attention à vous dans cette période. Merci Laura. Merci à l'OID pour ça. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci bien, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.